Alors bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation et à cet événement sur les réseaux sociaux que nous organisons et qui vient ponctuer une série de vidéos que nous avons diffusées sur les réseaux au cours des 6 dernières semaines. Alors je me présente, je m'appelle Lionel Bernard et je suis DRH du groupe ETPO depuis maintenant 5 ans. Nous sommes ravis de passer cette heure avec vous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Charlotte Barès, Jean-Bruce Boisson. Bonjour. Et Pascal Tessier. Bonjour. Qui vont pouvoir se présenter d'ici quelques minutes et vous faire part de leur expérience. Alors ce live va se dérouler en 2 temps. Un premier temps au cours duquel nous allons vous présenter le groupe ETPO actuel, mais aussi le groupe ETPO à l'avenir avec ses enjeux de développement. On va vous expliquer tout ça, notamment en termes de recrutement, et c'est pour ça que vous êtes connectés aujourd'hui. Et dans un second temps, nous répondrons à vos questions. Questions que vous pouvez d'ores et déjà poser en fait sur le chat en live et que nous allons pouvoir récupérer. Et on prendra du temps donc à la fin de notre présentation pour répondre à toutes vos questions. Alors sans plus attendre, on va vous parler donc du groupe pour démarrer. Et donc, on va vous dire que notre groupe ETPO est une ETI centenaire. Alors, qu'est-ce que c'est une ETI? Une ETI, c'est une entreprise de taille intermédiaire. Alors, vous savez ce qu'est une PME. Une PME, c'est des entreprises qui emploient jusqu'à 250 salariés. Vous savez ce qu'est un grand groupe, notamment dans le BTP, des groupes comme Vinci, des groupes comme Bouygues ou Eiffage. On parle de grands groupes lorsqu'ils emploient plus de 5000 salariés. Et donc, on parle d'une ETI lorsqu'elle emploie entre 250 et 5000 salariés au total. Et on fait partie des 5800 entreprises de taille intermédiaire en France, dans tout secteur d'activité confondu, bâtiment, industrie et bien d'autres. Et ces 5800 entreprises emploient 24% de la population active en France. Donc, on est dans des entreprises dynamiques et qui sont des acteurs de l'économie. Alors, notre groupe est organisé en 2 grandes familles de métiers. On a un premier métier, bâtiment, dans lequel on va retrouver deux activités principales. Un pôle immobilier, dans lequel on fait de la promotion immobilière, et un pôle de construction de bâtiments, où on va réaliser tout type d'équipements sportifs, d'équipements culturels, d'équipements scolaires, d'équipements en lien avec la santé ou la réalisation de surfaces commerciales. On va faire des logements, on va faire aussi des bureaux, et tout ça, on va le faire en travaux neufs ou en travaux de rénovation ou de réhabilitation. Ça, c'est le premier métier, la première famille de métiers qu'on va appeler donc le bâtiment. Et puis, on a une deuxième famille qui est les travaux publics, dans lequel on va retrouver donc 3 activités. Une activité de réalisation d'ouvrages d'art et de génie civil. Pour bien imager, en fait, on va réaliser notamment des ponts. C'est ce qu'on appelle les ouvrages d'art très souvent, ça vous permet de bien visualiser. On a une activité qu'on appelle de travaux maritimes et fluviaux. Alors, cette activité, c'est l'activité qui consiste à faire du béton, les pieds dans l'eau. Donc on travaille en milieu marin ou en milieu fluvial, on va réaliser des quais, on va réaliser des confortements de berges, mais on va aussi travailler sous l'eau, où là on a des entreprises, une entreprise notamment, ou plusieurs entreprises, qui emploient en fait des scaphandriers, qui font des opérations en fait sous l'eau, des opérations, des travaux, ils coulent du béton sous l'eau, où ils font des opérations de maintenance d'ouvrages. Donc ça c'est notre deuxième métier, puis on a un troisième métier dans cette activité, donc de travaux publics, qui est ce qu'on appelle les travaux spéciaux. Et dans les travaux spéciaux, on va retrouver toutes les activités qui vont entourer la rénovation des ouvrages d'art qu'il faut entretenir dans le temps. Il faut notamment faire des injections de béton, par exemple, ou faire des renforcements de structures. Et bien ça, c'est une activité particulière qu'on appelle chez nous donc les travaux de réparation et d'entretien, donc les travaux spéciaux. Alors au niveau de notre maillage territorial, on a des implantations qui sont historiquement basées dans l'ouest de la France. C'est lié à la création de notre groupe, qui est un groupe nantais, centenaire, qui s'est créé donc à Nantes et qui ensuite
a grandi dans d'autres régions, en Bretagne, en Île-de-France, dans le sud-est de la France, et qui a commencé à avoir un maillage territorial en France métropolitaine, mais qui s'est aussi développé dans les îles, notamment dans l'océan Indien, à La Réunion notamment, et puis en Martinique, donc aux Antilles, et à la Guadeloupe. Et puis au-delà de ces implantations qui se sont développées au fil du temps, on a aussi eu l'opportunité de se développer à l'international en Afrique. Le groupe est intimement lié à l'activité en Afrique. Actuellement, on intervient au Maroc, au Cameroun et en Guinée en Afrique. Et puis, on a pu, ces derniers temps, faire l'acquisition en fait, d'entreprises et d'activités situées au Canada. Donc voilà pour nos implantations. Quelques chiffres clés pour vous donner des repères. Le groupe emploie au total 630 salariés, employés majoritairement en contrat à durée indéterminée, mais on n'intègre pas dans ce chiffre en fait l'ensemble de nos effectifs intérimaires qui sont sur nos chantiers. Ils sont à peu près entre 100 et 150 en fonction de notre activité. Donc on a à peu près, retenez l'idée, à peu près 800 personnes qui travaillent pour le compte du groupe. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 190 millions d'euros ces dernières années, investit chaque année à peu près 10 millions d'euros dans l'entretien de ces équipements, mais et aussi les investissements et l'achat d'équipements divers et variés qu'on peut avoir sur nos chantiers de travaux publics ou de bâtiments. Comme vous l'avez vu, nous avons 19 implantations au total dans 5 métiers, et petite particularité de notre groupe, nous sommes cotés en bourse. Alors on n'est pas au CAC 40, on n'est pas une des 40 capitalisations, plus grandes capitalisations boursières de France, mais on est coté en bourse, et c'est une des particularités de notre entreprise de taille intermédiaire. Donc ça, c'est les chiffres à aujourd'hui. Les chiffres de demain, imaginez que demain, notre ambition, c'est de doubler de taille. On a dit qu'on faisait 190 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Notre ambition, c'est de faire entre 300 et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025 ou 2026-2027. On verra ce que nous dit l'avenir. Ça veut dire qu'on va avoir des recrutements nombreux. On sera peut-être 800, 900 salariés. Je vous ai dit que nous étions 630 aujourd'hui, donc il y aura des recrutements. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons ces opérations de communication sur nos ambitions et nos souhaits. Alors retenez que nous sommes un groupe familial. Un groupe familial, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui qu'on a une famille qui est à la tête de notre groupe depuis des générations. Ça veut dire que nous avons les moyens de notre autonomie, les moyens de notre indépendance. Nous ne dépendons pas d'un fonds de pension, nous ne dépendons pas d'un fonds d'investissement. Nous avons les moyens de notre stratégie. Et c'est ce que veut dire au sein de TPIO est un groupe familial, mais un groupe familial chez TPIO, ce sont des relations au quotidien que Pascal et Jean Bruce pourront vous décrire et qui font que nos équipes travaillent au sein du groupe aujourd'hui. Le groupe est tourné vers les hommes, ils vous en parleront. On parle même de richesse humaine au sein du groupe TPO. Et on est un groupe, vous l'avez compris, donc avec des enjeux de développement forts, importants, avec une stratégie de croissance importante soutenue par des opérations de recrutement comme celle d'aujourd'hui. Et je conclurai, avant de donner la parole à Pascal, Charlotte et à Jean Bruce, sur le fait qu'on est labellisé RSE engagé depuis maintenant de nombreuses années. Ça fait partie de notre ADN. On est une ETI ancrée territorialement, consciente de ses responsabilités locales. Et donc, on a souhaité de longue date être certifié et montrer avoir nos engagements RSE. Alors, on en a fini de cette présentation sur le groupe. Je vous propose, sans plus tarder, de passer la parole donc, à Charlotte qui va nous expliquer les opportunités que nous avons à proposer. Oui, bonjour. Donc Charlotte Barès, responsable RH au sein du groupe TPO. J'accompagne les managers sur leurs sujets RH et je pilote des sujets de développement RH tels que le recrutement ou le développement des compétences. Donc pour rebondir sur ce que nous disait Lionel, le contexte économique, la prise de commande du groupe TPO fait naître des besoins à date de recrutement, mais aussi des besoins dans les années à venir. On porte une attention particulière au recrutement de notre production, donc nos batteurs, coffreurs, bancheurs, maçons, mais aussi de leur encadrement
chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux. C'est vrai qu'on a la chance dans notre métier on n'apprend pas tout dans les livres en fait, mais surtout sur le terrain. Ce qui donne des opportunités pour, par exemple, une personne qui va rentrer sur un poste de compagnon, qui n'a pas de bagage scolaire, elle va pouvoir évoluer et prendre des postes à responsabilité. C'est la raison pour laquelle on a souhaité valoriser nos filières, formaliser nos parcours d'évolution. Et si on reprend le même exemple de cette jeune recrue sur un poste de compagnon, elle va avoir 2 voies d'évolution possibles, soit la voie de l'expertise pour aboutir à des postes de maître ouvrier, soit la voie managériale pour aboutir à des postes de maître chef d'équipe. Je vous propose une petite vidéo inspirante sur les évolutions. Alors, j'en profite pour remercier nos collaborateurs qui sont nos plus beaux ambassadeurs et qui, avec beaucoup d'enthousiasme, participent à ces outils de communication. On a la chance d'avoir avec nous Jean Bruce, Pascal, nos opérationnels. Je vais peut-être vous laisser vous présenter et surtout nous dire ce qui vous plaît dans votre métier au sein du groupe ETPO. Je te laisse commencer, Jean Bruce. Merci Charlotte. Pour me présenter rapidement, donc Jean-Bruce Bosson, je suis directeur d'exploitation sur l'agence de West TP, donc basée sur Nantes, avec un rayonnement, on va le voir, un peu plus vaste. Pour parler un peu du quotidien et de mes missions au quotidien, en gros je vais organiser et suivre un chantier du tout démarrage, donc à pouvoir décrocher l'affaire jusqu'à la clôture du chantier. Donc dans les missions principales, ça va être de mobiliser, de suivre, de gérer et donc parfois aussi de recruter l'ensemble des personnes et des richesses humaines qui vont intervenir sur un chantier. Donc ça peut aller de l'encadrement, conducteur de travaux, chef de chantier, mais aussi bien entendu tous les salariés qui vont travailler, les grutiers, les coffreurs, les bancheurs sur certains cas, qui vont intervenir sur le chantier. Bien entendu, il y a aussi tout le volet gestion relations extérieures, notamment le client, mais pas que, et aussi des missions beaucoup plus transverses, un petit peu comme aujourd'hui. Donc ça peut être sur des missions de recrutement, des mises en place d'outils informatiques, des choix par exemple du matériel, donc des missions un peu plus transverses qui feront l'avenir, on va dire, de l'entreprise. Donc qu'est-ce qui se passera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, construire l'avenir du groupe. Donc voilà un petit peu pour le quotidien. Pour parler un petit peu plus de l'Ouest, ce que je connais le plus, on va dire, est l'Ouest TP, les travaux publics. Donc on a une activité qui est assez équilibrée entre des travaux maritimes et fluviaux, et après génie civil, on va en reparler. Donc pour la partie travaux maritimes fluviaux, on est principalement sur du portuaire ou sur du fluvial. On va intervenir sur des ouvrages de ports, donc on a notamment le port de La Rochelle, de quais. Donc on a eu le quai, par exemple, pour parler des choses un peu plus exotiques, en Guyane, le quai des Grattes des Cannes, qui s'est terminé l'année dernière. On a actuellement un gros chantier de près de 70 millions d'euros en groupant sur le quai Johannescouvert au Havre, qui est lié à l'éolien sur le parc éolien de Fécamp, mais aussi du beaucoup plus local pour les Nantais, avec l'embarcadère Navibus qui s'est passé sur l'île de Nantes et sur Chantenay. Pour revenir sur le génie civil, ouvrage d'art, on est sur des chantiers très variés aussi, soit du contournement ferroviaire de Donge, donc là vraiment du SNCF. On a eu sur l'autoroutier au sud de Tours, le viaduc de Courtineau, un ouvrage assez technique avec l'encorbellement par poussoirs successifs. Pour des Nantais, on a eu le pont Éric Tabarly, un pont en Auban, qui est assez emblématique sur Nantes.
mais aussi donc, voilà, des chantiers beaucoup plus locaux, toujours pareil, donc avec un ancrage nantais, sur du nantais ou périphérique, en une soixantaine de kilomètres, donc par exemple sur du client industriel, donc du Total, du Lafarge, donc ce type d'ouvrage. Et aussi donc, des petites bulles, on va dire, récréatives, avec des ouvrages plus atypiques, puisqu'on participe régulièrement au voyage à Nantes, donc sur des œuvres d'art. Donc on a eu le rideau d'eau, le playground, donc la piste de roller place Gralin, et également, donc, il y a quelques années, donc, le Serpent de mer à Saint-Brévin. Donc voilà pour la partie génie civil. Un impact aussi assez important, donc c'était aussi, donc, là, on a parlé tout ce qui était réparation d'ouvrages, qu'on développe fortement notamment sur l'Ouest, donc avec un service qui s'appelle les TPMS, Travaux de proximité maintenant service, qui intervient donc sur de la réparation d'ouvrages, de l'entretien, et qui se développe actuellement fortement. Donc voilà, comme vous avez pu le voir un peu sur les différentes slides et les lieux géographiques, on offre des perspectives très variées en termes de mobilité, donc du très local, mais aussi donc, des chantiers en grand déplacement. Donc ça peut être, on a parlé de Tours, du Havre, de Toulon, mais aussi donc parfois dans les dom-toms pour ceux qui en ont l'envie et quand l'opportunité se présente. Donc c'est des choses clairement qu'on ne s'interdit pas. Un élément important, c'est pourquoi je suis chez ETPO et ce que j'aime chez ETPO et pourquoi j'y suis encore et pourquoi j'ai envie de m'investir dans ETPO. Ça va être un des éléments importants, ça va être la diversité des projets, c'est une grande source de satisfaction. Donc ça va être sur le type d'ouvrage, on a parlé ouvrage d'art, des quais, des œuvres d'art, du génie civil, mais aussi sur les lieux, donc Nantes, la métropole, donc différentes implantations métropole, mais aussi les dom-toms. Donc ça rend tous les chantiers particuliers, on est quasiment systématiquement sur des chantiers prototypes, donc on ne fait jamais deux fois la même chose. Donc pour toutes les personnes qui n'aiment pas la routine, c'est clairement un grand motif de plaisir. Et après, je vais revenir donc, sur ce que pouvait dire Lionel, sur tout ce qui était vraiment la spécificité ETI, qui est l'ADN du groupe. Ça va être les possibilités d'évolution. Donc Charlotte l'a exposé un petit peu, donc via aussi un parcours individualisé. Donc chaque collaborateur peut être mis dans un parcours. On va prendre le temps de discuter de ce qu'il a envie de faire, des possibilités. Donc ça, c'est clairement une force. Et aussi donc, la volonté de développer la polyvalence et l'employabilité de tous les collaborateurs. Et enfin, donc, toujours en revenant sur l'ETI, le circuit court de décision, clairement une bonne idée peut être discutée très rapidement et mise en place très rapidement. Donc par rapport à certains groupes plus importants, c'est clairement une de nos forces. Et après, donc, pareil, ce qui est très lié à l'ADN ETPO, on a parlé donc vraiment du côté humain de l'ETI et du groupe, c'est garder toujours une bienveillance, une proximité et une bonne qualité d'écoute dans toutes les relations qu'on va avoir avec les collaborateurs. Et enfin, je terminerai là-dessus, je pense que ce qui est très important, parce que c'est un vrai facteur d'épanouissement pour les gens qui travaillent dans le groupe, c'est la responsabilisation des collaborateurs à tous les niveaux, c'est-à-dire on va encourager la prise d'initiative, l'autonomie, mais toujours en gardant un appui, que ce soit des collègues, soit des supérieurs, mais voilà, en accompagnant cette autonomie. Merci Charlotte. Merci Jean-Bruce pour ce témoignage TP. Parlons un peu bâtiment. Pascal, je te laisse te présenter et nous dire ce qui te plaît aujourd'hui dans ton quotidien. Ok, très bien. Bonjour, alors moi c'est Pascal Tessier. Je suis chez ETPO depuis 35 ans. Je suis chef de chantier principal. Mon cursus, alors, je suis rentré donc chez ETPO. Ensuite, j'ai fait des formations type lecture de plans, topographie, enfin un peu toutes les formations sécurité, toutes les formations qu'on puisse avoir. Ensuite, je suis passé chef d'équipe. Assistant chef de chantier dans les années 95 par là, et ensuite chef de chantier en 99. Depuis, je suis passé chef de chantier principal. Alors, donc mon rôle de chef de chantier principal, c'est plutôt alors déjà en début de chantier, c'est de s'occuper de la préparation de chantier en compagnie accompagner des conducteurs de travaux et puis du service méthode de l'entreprise. Alors, de gérer les modes constructifs, les plans d'installation de chantier, la courbe de main-d'œuvre, et puis le choix de levage. Les grues, voir si on met une grue, deux grues, enfin tout ce qui va bien pour réaliser le chantier correctement. Une fois le chantier lancé, alors c'est de gérer tout ce qui est implantation, avec à l'aide d'un géomètre. Ensuite, les commandes de matériel, de matériaux. Animer des réunions de quart d'heure sécurité, réunions de communication avec les compagnons pendant la durée du chantier. Ensuite, j'ai la gestion du personnel, toujours. Veiller à la sécurité. Alors la sécurité, c'est la sécurité collective. Déjà, tout ce qui est sécurité qu'on peut mettre sur les chantiers, les accès,
quand on est en élévation, tout ce qui est passerelle et tout ce qui va bien pour la sécurité collective. Ensuite, les EPI. Chacun doit être en sécurité dans sa propre personne. Et ensuite, former les jeunes dans le cursus de notre métier, c'est de former les jeunes au quotidien. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui est sur le chantier, c'est le pousser à avoir un avenir dans l'entreprise. Tenir le planning, ça c'est une des grosses choses à faire sur le chantier de notre travail. Tenir le planning de la courbe de main-d'œuvre ainsi que le planning de travaux. Et faire des points hebdomadaires avec le conducteur de travaux. Ensuite, les types de chantiers qu'on réalise, alors c'est pareil, c'est un peu comme le génie civil, on réalise toutes sortes de chantiers qui est bien diversifié. Alors ça va donc on fait du logement. Alors les chantiers, c'est soit du tout corps d'état ou du gros œuvre simple. Alors on peut faire des logements. Alors on en fait des logements, on fait des bureaux, type sur Nantes dernièrement on a fait des bureaux à côté de la gare Sud. Ensuite les hôpitaux, alors sur les hôpitaux de Nantes, des hôpitaux à Paris, aussi en Martinique, puisqu'on a une filiale en Martinique, on a fait des hôpitaux là-bas aussi. Dans les écoles, alors les collèges, les lycées, les agrandissements d'écoles primaires qu'on a fait dernièrement. En ce moment on est en train de réaliser un lycée sur Pontchâteau. Les aéroports, à l'aéroport de Nantes, d'autres aéroports, aussi en Martinique, à l'aéroport de Fort-de-France. Des grandes surfaces, alors les Leclerc, tout ce qui va bien dans les carrefours, enfin tout ça. Des gymnases. Alors, gymnase, on a fait un gros gymnase sur Massy, ça fait quelques années. Ensuite, en bâtiment industriel, on travaille en bâtiment industriel beaucoup avec Airbus, avec l'armée. À Lambiway, à Lorient, et dernièrement on a fait aussi un bâtiment qui s'appelle l'école des Mousses à Brest. Actuellement on démarre aussi une prison en Martinique, et aussi ça fait quelques années on a travaillé sur la réhabilitation des prisons sur Nantes aussi. On a un service exactement comme le génie civil, on a un service SMIB qui s'appelle le service maintenance industrielle et bâtiments. C'est un service qui gère des chantiers d'environ 3 millions d'euros, mais qui peut être aussi beaucoup plus petit sur toutes sortes ça va dans les écoles, alors c'est des travaux qui sont en général pendant les vacances scolaires, dans les usines qui ferment l'été ou bien à la période hivernale. Voilà, c'est donc une autre branche du bâtiment. Les moyens en matériel. Alors chez TPO, on a quand même pas mal de moyens en matériel. Alors déjà, tout ce qui est en sécurité, on a tout ce qu'il faut pour se mettre en sécurité quand on fait de la branche, enfin de passerelle, tout ce qui s'ensuit. Ensuite, ça c'est sécurité collective. Et dès qu'on démarre un chantier, on se met en relation énormément avec le service matériel qui œuvre avec nous pour mettre le matériel qui va bien pour faire l'ouvrage qu'on a à faire ou investir dans de nouveaux matériels. Ensuite, donc, pourquoi ce qui me plaît chez ETPO, ça fait un nombre d'années que je suis dans l'entreprise. Alors déjà, c'est pareil, c'est la diversité des ouvrages. On peut très bien, alors chaque fois qu'on commence un chantier, c'est vraiment un nouveau chantier et on fait jamais 2 fois la même chose. Même si on fait 2 logements à suivre, ça sera jamais 2 logements identiques. On va faire un jour du logement, après on va faire des écoles, enfin tout ce que comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, c'est nous, en tant que chef de chantier, c'est l'autonomie qu'on a. On est assez autonome. Et puis, on a une relation directe avec notre direction. Alors, les conducteurs de travaux, directeurs de travaux ou bien la direction. Et quand il y a une décision à prendre, ça ne met pas un mois, quoi. Ça va assez rapidement pour prendre une décision. Voilà. Ensuite, ce qui est intéressant chez TPO, c'est les échanges qu'on a avec les compagnons, la convivialité qu'on a sur les chantiers. Et puis, voilà, en gros, c'est ce qui me fait rester chez ETPO depuis un certain nombre d'années. Voilà. Merci Pascal, merci Jean-Bruce, merci pour vos témoignages. Donc maintenant que vous y voyez plus clair sur ce que le groupe peut vous offrir, et pour récapituler, quelques derniers conseils. Si vous vous retrouvez dans les valeurs qu'on a évoquées pendant cette intervention, si vous êtes manuel, logique, rigoureux, alors les métiers de production sont faits pour vous. Donc les métiers de coffreur, de bancheur, de finisseur, de grutier. Si vous vous prédestinez plutôt à la voie managériale, que vous êtes réactif, entrepreneur, capable d'anticiper l'imprévu, mener les hommes, si vous aimez les défis techniques, le terrain
et fédérés autour d'un projet, alors les métiers de chef d'équipe, chef de chantier et conducteur de travaux sont faits pour vous. N'hésitez pas, rejoignez-nous. Merci à tous les trois, merci Charlotte, merci Jean-Bruce, merci Pascal. C'est pas un exercice qui est facile, se retrouver devant la caméra comme ça, donc merci de vous être livrés à cet exercice. On espère que vous avez une vision claire de notre groupe, de nos ambitions, de nos opportunités. On espère que ça vous donne envie de voir la vie en rouge pour rejoindre notre groupe ETPO. Et donc, on en a terminé donc, de cette présentation et on vous propose à présent de répondre à vos questions en live, sans préparation. Alors, on va les découvrir, nous, à l'écran. Ça va venir. Alors, on a une première question sur comment est-ce qu'on fait pour évoluer sur des chantiers, qu'est-ce qu'il faut faire comme formation. Pascal, Jean-Bruce, est-ce que vous pouvez apporter des éléments là-dessus? Je me lance et Pascal complétera. Alors il y a beaucoup de possibilités. Enfin, tout est possible. C'est-à-dire, pour revenir dessus, et Pascal, je pense, complétera. On peut partir quasiment sans bagage. Donc il y a une formation, clairement, on est sur des métiers, par exemple chantier, compagnons, qui peuvent être aussi appris sur le tas. Il y a énormément de formations quotidiennes. Donc on peut partir de rien. Après, on peut vraiment avoir l'ensemble des panels en partant d'un bac pro, d'un CMP, d'un BEP, d'un BTS, une école d'ingénieur, voilà, selon les profils. On a clairement une volonté de diversifier les profils. On ne souhaite pas rester sclérosé avec que certains profils. Donc voilà, tout est possible. On ne s'arrêtera pas clairement à un profil. C'est plutôt l'envie, le projet de la personne qui va nous intéresser. Donc j'ai du mal à avoir une réponse concrète sur vraiment un profil parce que c'est pas ça qu'on souhaite. Mais après, Pascal, je te laisse rebondir si tu as peut-être d'autres éléments. Oui, nous, après, les formations, les gens, on les forme au quotidien. Déjà, quand ils arrivent sur le chantier, s'ils sont simplement manœuvres ou simples coffreurs de bas de l'échelle, on n'hésite pas, s'ils ont l'envie, c'est de les faire monter, de les faire progresser dans l'entreprise. Alors donc, il y a les formations au quotidien sur le chantier, et ensuite, on peut leur proposer des formations en interne. En interne, c'est-à-dire que c'est des gens de chez nous, des chefs de chantier ou quelque chose que ce soit, qui font des formations, lecture de plans, topographie. On a aussi une formation interne pour les nouveaux arrivants qui s'appelle formation Spot, il me semble, c'est ça, la formation Spot. Et ensuite, on peut avoir des formations en externe qui consistent avec tout ce qui est les cassettes. Alors les cassettes, déjà pour les harnais de sécurité, pour les montages échafaudage. Et puis on a la formation aussi en alternance qui est sur les BTS. Alors on a énormément de BTS. Chaque chef de chantier en général a un BTS avec lui, où on est le tuteur d'ailleurs. Et après, en général, ils font une licence et puis on les embauche. En général, on les embauche à la suite, mais c'est des formations qui sont très régulièrement sur nos chantiers, quoi. Et aussi, il y a des formations de chef d'équipe et ensuite la formation pour devenir chef de chantier. Merci à tous les deux. On avait une question de Driss qui souhaitait savoir si un grutier débutant avait ses chances d'être recruté dans notre groupe. Messieurs. Oui, clairement. Oui, clairement. Pareil, je vais essayer de compléter là, mais oui, clairement, parce qu'on a des exemples concrets. L'année dernière ou dans les 2 dernières années, on a des exemples concrets, soit des grutiers tours ou des grutiers chenilles. Après, clairement, il y a un accompagnement, il y a une vigilance. Donc, c'est un grutier débutant, c'est pas de le lâcher peut-être sur un chantier en pleine production. Donc, ça sera peut-être sur un grutier tour, ce qui s'était fait, c'était via du remplacement, et puis au fil de l'eau, il y a de plus en plus d'heures de grue de conduite. Et sur un grutier treillis, c'est peut-être d'attaquer par contre par du sol, donc sur un terre-plein, avant d'embarquer sur un ponton, puisqu'on a la particularité d'avoir dans notre matériel pas mal de pontons, donc d'avoir des grues embarquées. Voilà, donc on va y aller par étapes, mais oui, clairement, on peut rechercher ce type de profil. Oui, exactement. Nous, dans le bâtiment, nous, c'est que de la grue à tour. On a très peu de grues à commande au sol, c'est que des grues commandes dans les cabines. Alors, quand on a un jeune grutier qui arrive avec très peu d'expérience, alors on le fait monter forcément.
une durée, une petite durée. Et ensuite, il travaille au sol. Ce qui est important pour un grutier de travailler au sol, c'est de regarder un peu comment on fait les élingages, comment on guide la grue au sol, parce qu'on n'a pas la même vision quand on est là-haut que lorsqu'on est au sol. Alors c'est important de le mettre aussi à mi-temps, je dirais, et puis en complément d'un grutier, puis le mettre avec un grutier qui est expérimenté là-haut, quoi. Mais après, forcément, que nous, on en a eu on a des jeunes grutiers qui ont commencé et qui ont des grutiers titulaires aujourd'hui, quoi, sans problème. Ils ont tous débuté à un moment donné. Exactement. On a une question pour toi, Charlotte, sur l'apprentissage. On a des personnes qui sont curieuses de savoir si on accueille des apprentis au sein du groupe ETPO. Oui, alors aujourd'hui, on a une trentaine d'apprentis au sein de notre groupe. On développe beaucoup de partenariats avec les écoles. Nos équipes ont l'habitude d'encadrer des jeunes. On a d'ailleurs lancé notre campagne au mois d'avril et on est en train de rencontrer les jeunes avec les opérationnels pour notre rentrée de septembre. Donc oui, en effet, on a une forte politique sur les relations écoles au sein du groupe. Merci Charlotte. Alors toujours des questions, ça vous inspire beaucoup, des questions de formation et d'évolution. Il y avait une question qui était posée par Audary, qui était de savoir si les formations en interne sont choisies par le salarié ou si c'est des formations qui sont imposées. Alors, on va aussi peut-être, on va tous répondre, mais on va vous laisser... les formations en interne, elles sont choisies quand même par le salarié. S'il y a un salarié qui a envie d'évoluer, forcément, il va demander une formation de lecture de plan, comme je le disais tout à l'heure, une formation de topo. Après, il y a des formations qui sont imposées. Genre, quand on embauche dans l'entreprise, on a la formation SPOT, qui fait cette formation qui remet en question tout ce qui est la sécurité de l'utilisation des électroportatifs, des ports des EPI, une petite formation aussi sur l'éveil musculaire, parce que tous les matins, nous faisons de l'éveil musculaire avant d'attaquer la journée, 7 minutes. Et puis voilà, mais les formations sont pas internes, ne sont pas imposées, quoi. On peut dire qu'on a une activité aussi qui est très réglementée. Donc on a des formations de renouvellement, notamment de CACES, d'habilitation. Donc ça, c'est des formations que nous suivons au niveau du service RH avec les différentes directions. Donc ça, c'est la partie plutôt réglementaire et nous, on suit. Et ensuite, effectivement, il y a toutes les formations d'évolution dont parlait Pascal. Et donc là, on va plutôt être dans la construction d'un parcours, en fait, avec nos compagnons, en fonction de leur niveau aussi d'expérience, de maturité et d'avancement dans leur parcours. Alors, on avait une question de Anne qui voulait savoir si nous recrutions des conducteurs d'engins et si le permis B était indispensable pour nos recrutements. Jean Brousse, on va te laisser répondre sur cette question. Oui. Alors, conduire d'engin, effectivement, c'est savoir qu'est-ce qu'on entend, enfin, quel type d'engin. Donc, on a parlé des grues, donc voilà, clairement, on a des besoins sur des grues. On va avoir des besoins plus ponctuels sur certains types d'engins, des Manitou, enfin des chars télescopiques, donc ce type d'engin. On n'a pas de volet terrassement, on n'a pas d'entreprise de terrassement dans le groupe, donc on n'aura pas, par contre, de conducteurs réguliers de tombereaux, de pelles à chenilles, même si on peut avoir l'usage de mini-pelles. Donc je réponds partiellement, mais voilà, sur des profils grutiers, oui, complètement. Sur des profils plus terrassement, on n'a pas de pôle terrassement, donc on n'a pas de besoin et de ressources sur ce domaine. Et donc le permis B, il n'est pas... Oui, souvent pour le B, oui. Permis B, il n'est pas obligatoire. Alors, il peut être obligatoire si on veut faire passer des CACES, CACES nacelle, avec des bras nacelles qui sont sur des petits camions. Là, il faut le permis. Mais autrement, le permis B n'est pas obligatoire pour avoir tous les CACES de grutier, CACES de mini-pelle, tout ce qui s'ensuit. Après, je me parle que, je sais pas effectivement le sens de la question sur le permis B. Ça peut, par contre, aussi, si c'est le permis pour être embauché, donc pour un recrutement, ça peut dépendre effectivement aussi des secteurs géographiques, mais que ce soit à tout niveau, donc compagnon ou encadrement. Sur un ancrage local, ça peut effectivement, avec le transport en commun, ça peut très bien fonctionner, ou dans des fonctions support, parce qu'on a aussi tous les fonctions support à côté. Effectivement, sur du grand déplacement, l'exemple de quelqu'un qui doit se déplacer à 150 km/h parce qu'on a un chantier, c'est pas une obligation tant que la personne y est, c'est quand même voilà, forcément plus simple. Et sur des profils de management, je prends pas un conducteur travaux ou chef de chantier,
ça peut vite devenir problématique. Donc voilà, on encouragera la personne fortement à essayer de se lancer dans la démarche de passer le permis parce que ça pourrait être un frein à la mobilité et complexifier son travail au quotidien. Alors on avait d'ailleurs, puisqu'on est dans les questions sur les déplacements, on a une question de Kenan qui demandait s'il y avait des déplacements pour les sur-chantiers. Donc je ne vais pas vous faire répéter ce que vous avez déjà dit, mais en synthèse, on est sur des activités où on se déplace. On a une activité avec un ancrage local, qui est plutôt l'activité, pour faire simple, de bâtiment, même s'il peut y avoir des déplacements un peu plus loin que les centres-villes. Et puis après, on a une activité de TP, de travaux publics, qui, elle, est amenée par nature à générer des déplacements. Là, récemment, on a pu faire des opérations à Tours, des opérations à Brest il y a quelques années. À Toulon. À Toulon, exactement, Charlotte, actuellement, avec une de nos filiales où on fait l'opération en fait, avec la société Negri et ETPO. Donc on a 2 filiales qui travaillent ensemble. Mais en TP, on fait aussi... on a des ancrages territoriaux actuellement sur nos activités de TP. On a un volume d'activité, notamment sur Nantes. Mais pour notre filiale, notre agence qui est située en Île-de-France, il y a aussi toute une activité francilienne qui peut très bien se faire en transport en commun. Voilà. Ensuite, on a une question qui concerne la polyvalence. On avait une question de Driss à nouveau qui nous demande en fait de quel type de compétences on a besoin sur des chantiers. Driss, si je comprends bien, semble avoir son permis de grutier, mais aussi avoir des compétences sur d'autres domaines, notamment de monteur échafaudeur. Donc est-ce que c'est possible de changer de poste, messieurs, lorsqu'on a plusieurs compétences et polyvalences? Bien sûr, oui, on peut changer de poste. Une personne qui est grutier et puis qui veut plus faire de grue, qui veut revenir sur le terrain, il n'y a aucun souci. Il se fait une formation soit sur site avec les compagnons, avec un chef d'équipe, et puis il devient soit brancheur ou soit coffreur. Et voilà, il n'y a aucun problème, on peut très bien changer de poste, oui. C'est même quelque chose qu'on va plutôt encourager. La polyvalence, c'est quelque chose qu'on va plutôt encourager. Je prends un exemple très concret, parce que c'est de cette semaine où une personne, on parlait de réparation d'ouvrage, donc on est en train de prendre des gens qui sont plutôt dans le coffrage, et on va les accompagner avec une formation sur du béton projeté, donc être portelant sur du béton projeté, donc c'est un nouveau métier, mais plutôt accompagné. Donc oui, clairement, alors ça se fait toujours en bonne intelligence, c'est-à-dire avec l'encadrement, le chef de chantier, c'est pas une semaine, on change de métier, on change de poste, mais par contre, effectivement, avec un vrai projet, bien entendu, au contraire, on va l'accompagner fortement. Toujours dans notre cœur de métier. Donc là, pour répondre précisément à la question de Driss, sur monteur échafaudeur, c'est pas notre cœur de métier, je pense que vous l'avez compris. Mais après, on a présenté tous nos métiers et cette polyvalence et ces changements de poste sont parfaitement faisables. Alors on a une question de Camille qui s'interrogeait en fait sur nos zones géographiques de recrutement et qui voulait savoir si on ne recrutait que nos zones et son bassin ou est-ce que c'était beaucoup plus large. En fait, on a donné, c'est vrai, quelques exemples, parfois un peu centrés et significatifs sur Nantes, mais en fait, on s'adresse au nom du groupe et au nom de toutes les implantations et les recrutements qu'on a. Ils sont aussi bien sur Nantes, en Île-de-France, en Normandie, dans le sud-est de la France, mais également sur les implantations, que ce soit à La Réunion, que ce soit en Martinique, et puis pour nous accompagner notre développement à l'international. On a même des mobilités qui se font en interne, de collaborateurs qui viennent de structures et qui vont vers une autre, donc qui vont d'une structure en métropole vers l'international, ou l'inverse. Donc ça se fait très bien, et nos recrutements sont globaux, ils ne concernent pas que la métropole nantaise. Lionel, je vais juste me permettre de rebondir sur une question sur l'alternance pour les alternants d'assistants chefs de chantier qu'on a pu voir imprimés à l'écran. Donc on a une vingtaine de besoins pour cette année, dont une partie sur de l'alternance pour le poste d'assistant chef de chantier sur toute la France et sur tous nos métiers qu'on a pu évoquer ensemble, que ce soit bâtiment, ouvrage d'art, travaux maritimes et fluviaux. Toutes nos annonces sont sur notre site internet, je vais y arriver, n'hésitez pas à aller en prendre connaissance et postuler. Voilà. Alors on avait une nouvelle question de Odari qui souhaitait savoir si un conducteur travaux pouvait être amené à suivre des formations de type CACES. Jean Brousse?
Ouais, je souris parce qu'on a des cas un peu cocasses. Alors ça peut arriver, c'est assez limité, c'est-à-dire un conducteur de travaux n'a pas vocation à être grutier à tour, on n'aura pas vocation à prendre un Casses Manitou. Ça peut arriver notamment, moi je pensais, on a le cas sur les nacelles, un conducteur de travaux peut être amené à prendre une nacelle pour aller faire un lever ou quelque chose comme ça, donc voilà, on peut l'avoir, on a des profils qui l'ont, c'est un peu plus limité, donc il peut avoir la formation Casses, mais c'est voilà, limité. Il y a toujours un lien entre en fait, le besoin et l'envie du salarié, le besoin aussi de l'entreprise et du chantier. Donc c'est là où il y a l'échange et qu'on parlait de l'écoute. Il faut que les deux projets se rencontrent et si ça match, on lance la formation. Donc il peut y avoir des formations CACES, mais effectivement pas sur l'ensemble, on va dire, du panel. On peut dire que pour nos conducteurs travaux, on a mis en place une académie de formation il y a maintenant 2 ans, dans laquelle ils ont des modules de formation, ils ont 5 modules de formation sur des thèmes variés comme la gestion contractuelle des affaires, la gestion financière, la préparation de chantier et la prévention au sens très large, la prévention et la maîtrise des risques. Voilà, ça c'est nos enjeux au niveau de la formation des conducteurs et à date on a 4 promotions de conducteurs qui ont été soit formés, soit en cours de formation et tout ça on l'a mis en place dans le cadre de la perspective de développement de notre groupe à l'horizon de 2025 dont on vous parlait en introduction. Alors on a une question très pratico-pratique, une question de rémunération. On a Luc qui s'interroge sur le salaire d'un compagnon. Charlotte, quels éléments on peut apporter à Luc sur cette question? Alors, plusieurs éléments, parce que ce salaire, c'est tout d'abord un taux horaire, qui est fixe, et une partie variable. Comme on a pu l'expliquer, il y a de la mobilité au sein de nos chantiers, donc on a des indemnités de déplacement, dont le montant va varier en fonction de la distance parcourue. On a aussi la prime panier, puisque nos compagnons vont être amenés à déjeuner sur le chantier. Et puis après, on a des choses qui nous sont propres, un 13e mois, un accord d'intéressement. Toutes les filiales du groupe sont couvertes par un accord d'intéressement aujourd'hui. Un plan d'épargne et puis des possibilités tous les ans. Lionel disait tout à l'heure qu'on était coté au second marché, donc des possibilités tous les ans en fait d'acheter des actions du groupe avec un abondement fourni par l'entreprise qui rend du coup le placement à des conditions très intéressantes. Et c'est d'actualité puisqu'on est en pleine campagne de souscription actuellement dans le groupe. Alors on a une nouvelle question sur les déplacements que nous pose Driss sur les déplacements dans les dom-toms. Il souhaiterait savoir s'ils sont courants, comment ça se passe, quelle est la durée exacte de déplacement et en gros si on a le choix du pays. C'est une question facile à répondre, Jean-Bruce, pour toi. C'est le cœur de l'activité de TP. C'est le cœur de l'activité. Alors, son courant, ça va forcément varier en fonction de l'activité. Donc, on a régulièrement des déplacements. Donc, on est tous les ans, tous les 2 ans, on va avoir un projet qui va mobiliser quelqu'un dans les dom-toms. Donc dom-tom, on va être principalement sur Guyane, Martinique, Guadeloupe. On pourrait avoir, on s'interdit rien, mais c'est là où on a aussi des implantations locales, donc c'est un peu plus facile. Donc tous les ans, tous les 2 ans, on a un chantier qui partirait là-bas. Est-ce qu'on peut choisir, comme c'est une très belle activité, le besoin sera dans un des 3 ou les 3, donc ça pourrait arriver, mais c'est quand même moins fréquent. Après, voilà, comment ça se passe? Clairement, on accompagne, donc il y a des conditions qui sont. Enfin, nous, on estime plutôt favorable pour accompagner le déplacement là-bas, donc pour que la personne s'y retrouve et d'accompagner, de faciliter le déplacement. Et après, donc, sur la durée du déplacement, ça va être très variable en fonction du projet. On pourrait être sur une mission de quelques semaines, quelques mois à des déplacements de l'ordre d'un an, voire plus selon les projets. Donc c'est des opportunités qui sont regardées, ou alors c'est vraiment une mobilité interne, dans ces cas-là c'est de vouloir s'installer à la Réunion, donc là c'est encore un autre projet, sinon c'est des opportunités qui sont discutées, voilà, quand un chantier se décroche, c'est là où on fait un peu un appel à candidature, on va dire, pour voir les personnes qui pourraient être intéressées, selon les profils recherchés, qui pourraient être intéressés. Je me permets de rebondir, pas que pour les TP, puisqu'on a un jeune qui vient de partir en Martinique pour 24 mois, qui a été intégré l'année dernière à l'issue de sa licence et qui a eu l'opportunité de partir en Martinique pour 2 ans. Voilà. C'est tout l'intérêt d'intégrer un groupe comme le nôtre, c'est qu'on a des activités diverses et variées, on est un groupe particulier pour ça, c'est qu'on n'est pas spécialisé dans un secteur. Vous l'avez vu, on ne fait pas que du bâtiment ou que des travaux publics, donc on peut évoluer entre ces 2 secteurs d'activité. Et vous avez pu voir nos implantations géographiques qui permettent des opportunités de mobilité soit pérennes,
soit ponctuelle en fonction des besoins de nos filiales et des envies de nos collaborateurs qui pourraient voir un peu de pays si ça les intéresse. Alors on avait une question de Lucie qui s'interrogeait sur la manière dont les femmes sont intégrées dans le BTP. Quelle réponse on peut apporter, Charlotte, sur les démarches que nous menons? Alors, moi, je dirais que le métier se féminise, notamment le métier aujourd'hui de conducteur de travaux, par le biais de l'alternance. Alors, chez Jean Bruce, on a effectivement 3 ou 4 alternantes femmes. Donc, vraiment, c'est un métier qui se féminise. C'est aussi, alors nous, on a la chance de travailler dans une entreprise où on est très attentif à l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Donc, voilà, je pense qu'elles peuvent s'y retrouver au sein de notre structure. Sur les métiers production, alors peut-être sur les métiers de grutier c'est plus facile. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Pascal? Sur le métier de grutier, oui, effectivement, parce que moi j'en ai déjà eu des femmes grutières sur des chantiers, mais il n'y a pas aucun souci, que ce soit grutière ou bien un chauffeur d'engin aussi, mini-pelle. Après, sur le vrai métier de la production, ça reste quand même des métiers qui sont assez... pas dur, mais bon, voilà. Mais il y en a quand même un petit peu moins. Mais après, en tant que dans la responsabilité des conducteurs de travaux, maintenant on a une conductrice de travaux au bâtiment. Et puis voilà, mais si, les femmes sont les bienvenues. C'est vrai que rappelons-le, notre métier c'est de faire du gros œuvre. On n'a pas de métier en fait de corps d'état technique, peinture, menuiserie, ou peut-être que là, effectivement, dans ces secteurs-là, on voit un peu plus de femmes. Gros œuvre, ouais. Il ne faut surtout pas que ce soit un frein. Enfin, effectivement, il ne faut surtout pas se freiner là-dessus. On est très ouvert sur le sujet, au contraire. Et actuellement, si on n'est pas assez féminisé, c'est plutôt par manque peut-être de candidature que par frein interne. Mais c'est un sujet sur lequel on souhaite être proactif. Et donc, à défaut de candidature, il faut parfois aussi créer les candidatures, créer des promotions, travailler avec... et c'est ce qu'on commence à faire avec des sociétés... d'intérim qui ont des capacités en fait d'identifier, de fédérer autour d'eux en fait des candidatures et de monter des promotions de formation pour former à nos métiers. On a une responsabilité en tant qu'entreprise et c'est des enjeux qu'on va adresser dans les prochains mois. Alors a priori, on a une toute dernière question à laquelle on va répondre, une question de Manuel sur le télétravail. La question c'est est-ce qu'il est possible ? Alors je vais répondre à cette question. C'est un sujet qui est devenu très d'actualité, de fait, compte tenu de la crise sanitaire. Il faut savoir qu'avant même la crise sanitaire, notre groupe avait négocié en fait un accord de télétravail avec nos représentants du personnel. Il se trouve qu'au moment où on allait signer, la crise sanitaire est arrivée avec le télétravail massif, donc on l'avait suspendu momentanément. Et au moment où on a pu reprendre comme tout le monde, en fait, on l'a définitivement signé. Donc nous avons un accord de télétravail sur la base d'1 journée de télétravail par semaine. Au début, il était expérimental et puis il a plutôt bien fonctionné, donc on l'a reconduit. Maintenant, il est à durée indéterminée. On va le faire vivre dans le temps. Après, il y a une réalité sur laquelle on ne peut pas fermer les yeux, c'est que sur un chantier, faire du télétravail, c'est pas quelque chose simple. Sur des métiers de production, notamment. En revanche, on milite beaucoup pour que nos équipes d'encadrement, lorsque c'est possible, et notamment les équipes qui sont en grand déplacement, qui peuvent avoir des contraintes et des suggestions particulières, puissent profiter à minima d'une journée de présence sur notre siège, et dans le meilleur des cas, une journée de présence à leur domicile, et de profiter de notre accord de télétravail. Donc voilà, on n'avait pas attendu la crise sanitaire pour avancer sur ces sujets qui sont beaucoup des sujets d'équilibre pro-perso, on avait anticipé. Et voilà, on est un groupe qui est aujourd'hui doté d'un accord. Très bien, et écoutez, on a a priori une... Est-ce que je peux me permettre juste une dernière intervention, Lionel, juste pour rappeler comment postuler au sein du groupe. Donc la voie classique, réponse à une annonce sur notre site, ou alors envoyer directement votre CV, votre candidature sur l'adresse mail recrutement@etpogroup.com. Et puis on sait que dans nos secteurs d'activité, le réseau fonctionne beaucoup. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille au sein du groupe, si vous passez devant un chantier ETPO, n'hésitez pas à y rentrer et à déposer votre CV. Voilà, Lionel. Eh bien, on arrive au bout de ce live. Merci beaucoup Charlotte, Jean-Bruce, merci Pascal. Merci de votre participation active à toutes vos questions et on espère qu'on vous aura donné envie de voir la vie en rouge. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.